Le soleil allait bientôt se coucher lorsqu'ils aperçurent finalement le mont Granit. À peut-être 100 mètres de la route, ils pouvaient distinguer le flanc de la montagne, dans lequel avait été taillée une longue paroi de pierre blanche. À sa base, à peine visible, la pierre avait été sculptée en forme d'arche. L'arche elle-même était obstruée par une grille en métal. C'est Kanik qui repéra le portail le premier, s'arrêtant pour le pointer du doigt. Ils quittèrent la route, entamèrent une pente chiteuse ardue pour rejoindre l'arche. Alors qu'ils grimpaient, Orkai, qui était visiblement perché sur les épaules de Katik, vit apparaître le reste de l'entrée. Il se rendit compte qu'elle était très haute, d'environ 5 mètres. Il pouvait voir au travers, en outre, discerna un tunnel s'enfonçant dans l'obscurité. Et pas juste un tunnel, mais plusieurs, 4 en tout, en rangée, se révélant à mesure qu'il gravissait la côte. À l'extérieur, sous la voûte de chaque arche, était fixée une lampe électrique de forme plus ou moins carrée, et un ventilateur qui vrombissait, connecté par des câbles à une source qu'ils ne pouvaient voir. Ils débouchèrent au milieu d'un parking, lequel avait été récemment rénové et entretenu. Au moment où ils s'approchaient du premier des tunnels, la lampe sous l'arche s'alluma. Les 2 mules, se sentant à découvert, se précipitèrent vers la seconde entrée. Et lorsque la lampe s'y alluma là aussi, se ruèrent vers le flanc de la montagne, et se plaquèrent contre la pierre qui séparait les 2 entrées du milieu. Elles étaient toutes les 2 épuisées de l'ascension. Orkai vit les lumières s'éteindre. « Des détecteurs de mouvement !» pensa-t-il. Les câbles des lampes et des ventilateurs, pouvait-il voir maintenant, se prolongeaient dans le parking, où ils étaient connectés à une boîte carrée, laquelle était, pour sa part, branchée sur une batterie de panneaux solaires, qui recouvrait complètement la moitié du parking. « Et maintenant ?» demanda Orkai. « Maintenant ?» lui répondit Katik. « Pour nous, c'est tout. C'est à vous de jouer. »« Vous ne venez pas avec moi ?»« Ils ne nous laisseront pas entrer. »« Pourquoi pas ?» Mais Katik ne répondit pas. « Et qu'est-ce qui vous fait croire qu'ils me laisseront entrer ?» Kanik sourit derrière sa visière. « Ils vous laisseront entrer, vous verrez. Une fois passé la porte, cependant. » ajouta Katik. « Mais comment vais-je entrer sans vous ?»« Il vous faudra ramper. » lui répondit Kanik. « Où est votre revolver, le Mambo ?» Il se tâta les poches, ne trouva rien. « Je ne sais pas, répondit-il. Oublié à l'hôpital, peut-être. » Katik fouilla son sac à dos, en sortit un petit couteau étriqué. « Mettez ça dans votre botte, juste au cas où. » Kanik acquiesça. « Ne vous faites pas attraper avec. S'ils le voient, ils vous tueront. Quelle entrée choisissez-vous ?»« Aucune idée. Comment le saurais-je ?» Il faudra bien que vous en choisissiez une. » lui dit Kanik. « Vous ne pouvez rentrer que par une porte. Peu importe laquelle au bout du compte. Peut-être mène-t-elle toutes au même endroit. »« Comment vais-je franchir la grille ?» Choisissez-en une. » fit Kanik patiemment. « Si la grille est déverrouillée, on la soulèvera pour vous. Si elle est fermée, on la forcera. » « Vous souvenez-vous de la description qu'on vous en a donnée ?» demanda Katik. La mule le tenait à présent dans ses bras, tandis que Kanik s'échinait sur le portail. « Vous souvenez-vous de ce que vous a dit Rasmus ?»« Un cylindre argenté, lui répondit Orkai. Des lettres rouges sur le côté. Température inférieure au point de congélation. Katik fit oui de la tête. Il entendit à travers la combinaison Kanik grogner, puis émettre des toussotements. Sa toux le saisit un long moment. Finalement, il se ressaisit, agrippa le bord de la grille, se remit à hisser. « Il va falloir que tu m'aides !» dit-il à Katik. Katik s'accroupit, déposa Orkai sur le bitume et se joignit à Kanik. Les 2 mules grognèrent et peinèrent, jusqu'à ce que, finalement, dans un râle, la grille se soulève de 50 centimètres avant de se bloquer. « Ça suffit, fit Katik. Glissez-vous à l'intérieur maintenant. » Orkai se mit à ramper vers l'ouverture. Il lui fallut vider l'air de ses poumons et se tortiller pour se faufiler sous la grille. Et finalement, l'une des 2 mules le poussa un bon coup. Il était à l'intérieur. Il se retourna, toisa les 2 larges silhouettes en combinaison de protection juste de l'autre côté, les yeux rivés sur lui, leurs visières plaquées contre la grille. « On vous attendra, » dit Kanik, avant de se remettre à tousser. « Dépêchez-vous, Fit Katik. je vous en prie. »
C'est seulement alors que Orcaille se rendit compte que Kanik n'allait pas bien. Vraisemblablement depuis un certain temps. Non seulement il toussait, mais il toussait du sang. La partie inférieure de sa visière en était marbrée. « Sera-t-il encore en vie à mon retour ?» se demanda-t-il. « Dépêchez-vous !» Le pressa Katik de nouveau. Il acquiesça, puis se retourna. Traînant ses jambes inutiles derrière lui, il se mit à ramper le long du tunnel. Le tunnel était large et haut de plafond, voûté, et se prolongeait sur une très grande distance, sembla-t-il à Orcaille, qui se traînait en s'appuyant sur ses mains. Il s'enfonçait profondément dans la montagne. La surface rocheuse du sol était fraîche et avait été nivelée et lissée. Elle était poussiéreuse, mais à part ça, semblait n'avoir subi aucun dommage. Le corridor s'étendait en ligne droite, sans la moindre courbe. Tous les 10 mètres à peu près, la lumière qui était dans son dos s'éteignait, et une autre s'allumait devant lui. Il compta 6 lampes, avant d'apercevoir, juste après la 6e, une lourde porte de métal, comme l'entrée d'une chambre forte. Il se hissa jusqu'à celle-ci. Elle n'avait ni poignée ni charnière, et il ne se serait même pas douté qu'il s'agissait d'une porte si ce n'était le chambranle en métal qui l'encadrait. « Quand même !» songea-t-il en l'observant. « Il pourrait simplement s'agir d'un panneau. Il se pourrait que ce ne soit pas une porte du tout. » Il frappa, mais son poing n'émit presque aucun son. Il se mit en quête de quelque chose qui fasse office de massue, mais ne trouva rien. « Et maintenant ?» Il resta planté là un moment, les yeux fixés sur la porte, reprit son souffle. Enfin, il frappa de nouveau, avec le plat de la main cette fois. Le son qui résonna fut à peine plus audible. La lumière au-dessus de lui s'éteignit, et il fut plongé dans l'obscurité. Il sombra brièvement dans la panique, son cœur lui monta à la gorge. Mais la lumière revint immédiatement dès qu'il agita les bras. Il mit ses mains en porte-voix et cria du plus fort qu'il put. « Eh oh ! Laissez-moi entrer !» Sa voix résonna le long du couloir, mais rien n'indiquait qu'on l'ait entendu. « Et maintenant ?» se demanda-t-il de nouveau. Devait-il ramper jusqu'à la sortie, trouver les mules, leur demander d'ouvrir un autre portail pour lui? Et si cela n'aboutissait à rien, essaierait-il le suivant et jusqu'au dernier? Et que faire si celui-ci ne s'ouvrait pas non plus? Il se traîna jusqu'au mur où il s'adossa. « Et si on m'avait lancé sur une fausse piste ?» songea-t-il. « Et si Rasmus se trompait sur ce qu'il y avait vraiment ici? Et si quelqu'un avait bien été là, mais était parti depuis ?» Pourtant, aucune de ces hypothèses n'expliquait la présence des panneaux signalétiques rénovés, à moins de supposer que leur auteur avait récemment quitté les lieux. Et si c'était le cas, cela n'expliquait pas les plantes, fraîchement arrosées, la veille au moins. Non, il y avait quelqu'un dans les parages. Et avec un peu de chance, ce quelqu'un se trouvait là. Il mit de nouveau ses mains en porte-voix, cria de rechef. Ses paroles résonnèrent le long du corridor, mais encore une fois, rien n'indiquait que quelqu'un l'ait entendu de l'autre côté de la paroi. Il patienta, se demanda combien de temps il lui faudrait attendre. Il considérait encore cette question quand la lumière s'éteignit de nouveau. Cette fois-ci, vaincu, il ne se donna pas la peine d'agiter les bras, se résolut à rester dans le noir. On percevait un soupçon de quelque chose qui n'était pas l'obscurité, provenant de l'autre extrémité du tunnel, de la sortie qui ouvrait sur la nuit, sur un ciel qui n'était pas complètement noir mais s'obscurcissait rapidement. Il y avait quelque chose d'autre en outre, discernait-il à mesure que ses yeux s'ajustaient, une étrange teinte aux ténèbres qui l'enveloppaient, pas assez pour y voir, mais assez pour que l'obscurité ne soit pas totale. Il jeta des regards alentour, à la recherche de cette source, mais ne découvrit rien. Aucune fissure sur les bords inférieurs ou latéraux de la porte, rien au sol ni sur les murs. Mais cette teinte n'en était pas moins déconcertante. Puis soudain, ce dont il s'agissait lui apparut clairement en pensée. Il leva les yeux jusqu'au plafond et découvrit au-dessus de sa tête une infime lumière rouge. Il frappa dans ses mains, et lorsque la lumière revint, il aperçut sur le mur lui faisant face une petite caméra. Elle émettait un faible vrombissement, changeait d'angle, cherchait quelque chose. Le chercher, c'était bien sûr lui.
Il se traîna sur ses poings jusqu'à l'autre bord du couloir, là où la caméra le verrait. Elle vrombit encore un peu en passant sur lui. Il la fixa des yeux, une main levée en guise de salutation. Soudainement, elle s'arrêta, braqua son objectif sur lui. « Bonjour !» dit-il à la caméra. « Pouvez-vous m'entendre ?» La caméra resta immobile. Il pivota pour essayer de discerner un micro ou des haut-parleurs, mais n'en découvrit aucune trace. Découragé, il leva ses mains au-dessus de sa tête en signe de reddition, puis pointa la porte du doigt. Aussitôt, il entendit un choc métallique, et la porte se dégagea de son chambranle. Elle s'ouvrit de quelques centimètres, puis s'immobilisa. De là où il se tenait dans le couloir, il ne voyait que la porte, pas ce qui se trouvait derrière. « Si vous êtes en possession d'armes, » fit une voix depuis l'interstice, « nous vous demandons de les laisser à l'entrée. »« Je n'ai pas d'armes, » mentit Orcaille, tout en étouffant l'impulsion de tâter sa botte pour vérifier que son couteau y était encore, et dans ce cas, qu'il était toujours bien dissimulé. « Si vous venez en paix, » poursuivit la voix, « vous trouverez en nous des amis. Si vous venez avec des intentions hostiles, vous trouverez en nous de formidables ennemis. » C'était une affirmation plus qu'une question, et il ne se donna donc pas tout de suite la peine de répondre. Mais comme la personne de l'autre côté semblait attendre une réponse, il dit finalement « C'est entendu !» La porte s'ouvrit un peu plus. Une main glabre, pâle et étrangement transparente apparut derrière, tendue et ouverte. « Vous pouvez entrer. » Orcaille entreprit avec lenteur de se traîner au sol. « Et maintenant, pensa-t-il, le cœur battant, on va savoir ce qui se terre ici. Si c'est un piège, eh bien, je me jette droit dedans. Si ce n'est pas un piège, je prendrai ce que je suis venu chercher, puis je m'en irai. » La mâchoire serrée, il rampa plus avant. Il contourna la porte et aperçut pour la première fois l'homme qui se tenait de l'autre côté. Ce fut le moment où tout changea, irrévocablement.